Jean-Benoît, bonjour. Vous êtes le directeur général de Hungry and Foolish, agence de communication située à Paris. Vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, on va vous poser quelques questions justement sur votre parcours d'entrepreneur, vos expériences. Tout d'abord, si vous deviez lister 3 qualités qui vous semblent indispensables pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles selon vous? Bonjour Mélissa, déjà merci de me recevoir ici. Écoutez, en fait, c'est pas simple de lister seulement 3 qualités, je dirais, bien évidemment, mais la première chose qui me semble fondamentale pour un entrepreneur qui souhaite se lancer et puis qui a des ambitions de croissance, la première chose pour moi, c'est avoir une vision. Et je dis bien avoir une vision et non pas être visionnaire, parce que bien évidemment, le chef d'entreprise, il n'est pas devin. Mais avoir une vision est fondamental pour moi pour bâtir en fait une stratégie d'entreprise, un projet d'entreprise qui soit viable dans le temps. C'est certainement facile à dire, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on a souvent cette image du capitaine de navire qui est extrêmement banale, mais c'est le rôle en fait pour moi du chef d'entreprise d'avoir cette vision, de définir un cap et d'embarquer en fait avec lui ses collaborateurs pour aller dans une même direction. Après, on connaît tous le parcours, le chemin est tumultueux, il y a des hauts, il y a des bas, bien évidemment, mais l'idée du chef d'entreprise pour moi, c'est vraiment d'avoir une vision forte et précise de là où il souhaite emmener l'entreprise. La deuxième chose, pour moi, ce serait plutôt d'être ce que j'appelle, ou de faire preuve d'ouverture, en fait, d'être extrêmement ouvert. C'est une qualité qui est rare, mais qui est pour moi fondamentale. Les anglo-saxons appellent ça open-minded. C'est l'idée d'avoir en fait une ouverture aux autres, pas seulement qu'à son marché, bien évidemment, mais être ouvert aux personnes qui nous inspirent, être ouvert à d'autres dirigeants, d'autres secteurs d'activité, être ouvert, et ça c'est fondamental, avec ses collaborateurs, être capable de discuter, être capable de se challenger. Et c'est seulement quand on met en place les dispositions propices à l'écoute qui, selon moi, nous permettent en fait de se forger une vraie opinion et puis ensuite d'agir. Mais l'écoute est fondamentale pour moi et l'ouverture pour pouvoir agir. Ça nous permet de nous poser des questions régulièrement en se disant pourquoi pas en fait. C'est finalement lié à la curiosité pour moi. Et enfin, peut-être que la troisième qualité que je mettrais en avant, ce serait plutôt de se dire que finalement, l'entrepreneur, il doit faire preuve de résilience. Parce qu'en fait, la route est longue, elle est complexe, elle est difficile, il faut être tenace. Et c'est certainement plus facile à dire qu'à faire. Mais si on n'était pas résilient dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, on n'arriverait pas à motiver en fait nos compagnons de route. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir cette capacité de résistance sur le long terme et d'être capable de surmonter les épreuves, les échecs, bien évidemment, parce que souvent, ils sont nombreux. Mais c'est ce qui permet de rebondir et puis d'aller de l'avant. On y viendra d'ailleurs après à l'échec, mais justement, parmi toutes ces étapes, vous avez également des réalisations dont vous êtes fiers, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, il n'y en a certainement pas qu'une et je pense que la fierté qu'on retient, enfin moi que je retiens en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est notre capacité à être toujours présent et puis à continuer de nous développer en fait. Donc c'est pas, je dirais pas une réalisation à proprement parler parce qu'elles sont nombreuses. Nous on est dans un métier de communication et de publicité, donc forcément on est fier de tout ce qu'on sort pour nos clients. Mais c'est vrai que là où je retire le plus de fierté, c'est dans notre capacité à fédérer autour de nous en fait, nos collaborateurs, à les faire grandir. Et je pense que de toute façon, sans eux, on n'existerait pas, on ne serait absolument rien. Donc pour moi, l'une de mes grandes fiertés, c'est d'être capable de les embarquer d'année après année, d'avoir leur confiance et puis de les voir progresser, puis du coup de me voir moi-même progresser aussi à leur contact. Je pense que ça, c'est important. Après, ce qui me semble aussi évident, c'est que le meilleur est devant nous. Donc c'est presque une question à laquelle je ne peux même pas encore vous répondre. Ça fait qu'une douzaine d'années finalement qu'on existe et j'espère que la route sera encore longue devant nous. Je l'espère également. Du coup, 37% de croissance avec donc des collaborateurs que vous accompagnez. Est-ce que vous avez adapté votre management particulièrement pour pousser cette croissance et l'impulser? Ouais, c'est une très bonne question et en réalité, c'est certainement l'une des questions les plus complexes, en fait, le management, parce que, et surtout pour nous qui sommes plutôt une société, je dirais, très familiale, on a commencé vraiment tout petit, on s'est construit au fur et à mesure des années, et après, l'une des complexités auxquelles on fait face, c'est notre croissance, bien évidemment, qui, en 2 ans, 3 ans, nous fait doubler, tripler d'effectifs, et ça, c'est pas évident à gérer. Pourquoi? Parce que, d'une part, on a une culture d'entreprise qui est extrêmement forte, on a une proximité chez nous entre les collaborateurs qui est intense,
chance en réalité. Et ce qui est complexe, c'est d'aller chercher des personnes qui sont meilleures que nous. Ça, c'est quelque chose qui, avec mes associés, on essaye de mettre en œuvre toujours. Alors, on n'y arrive pas systématiquement, bien évidemment, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, aller chercher des talents qui sont de vrais experts, qui sont extrêmement forts dans leur domaine. Mais néanmoins, il faut qu'on soit toujours vigilant à ce qu'ils adhèrent à notre culture d'entreprise, qui est assez singulière dans le monde de la publicité, il faut que je vous l'admette, parce que c'est un milieu de la publicité qui est généralement assez, je dirais, agressif en matière de management et de pression. Et nous, on a une philosophie qui est singulièrement différente. Donc, toute la complexité pour nous dans le management est de trouver un équilibre entre trouver les meilleurs, faire grandir ceux qu'on a avec nous depuis toujours et veiller à ce que notre culture d'entreprise soit toujours préservée et cultivée, en fait. Donc, on essaye d'adapter, je dirais, un peu comme on peut. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui est sûr, c'est que là encore, l'ouverture et le dialogue et l'écoute, c'est fondamental pour qu'on y arrive et puis qu'on arrive à embarquer encore une fois tous nos collaborateurs avec nous, quoi. Vous avez, je vois bien la passion de vos collaborateurs, la passion d'entreprendre, etc. Et justement, la passion, ça a dû être un moteur pour vous, pour cette réussite. Ouais, mais c'est pour moi qu'une partie du moteur. C'est sûr que sans passion, en fait, on ne le ferait pas. Moi, j'adore la création, j'adore la publicité. C'est vraiment le domaine qui m'extasie et qui m'enthousiasme le plus. Néanmoins, ça ne suffit pas, en fait, d'être passionné. Il faut vraiment démontrer d'une capacité, je pense, je le disais un petit peu en introduction tout à l'heure, mais de résilience, parce qu'il faut extrêmement s'accrocher. Et pour être honnête, je pense que la motivation est tout aussi importante que la passion. La motivation est pour moi vraiment, je dirais, la deuxième grosse partie du moteur. Et finalement, il y en a presque même une troisième, puisque pour moi, la formation, l'expérience et le temps participe largement au fait qu'on arrive à continuer de nous développer et qu'on continuera à le faire. Donc c'est plutôt une alchimie. Moi je vois la passion comme un élément fondamental mais insuffisant. C'est une condition nécessaire mais non suffisante, comme on disait en mathématiques il y a bien longtemps, dont je me souviens à peu près rien si ce n'est cette phrase. Et justement, on parlait de l'échec tout à l'heure. Vous avez une vision personnelle de l'échec ou qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, ça fait partie de la vie de tout à chacun. Honnêtement, l'échec, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans notre vie pro, notre vie perso. Ça fait partie de la vie, donc il faut savoir l'accepter. L'accepter pour pouvoir rebondir, se challenger, s'améliorer et puis découvrir des voies qu'on n'avait pas imaginées. Donc, et encore une fois, pour moi, c'est très lié, vous l'aurez compris, mais à la conversation et à l'ouverture. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une réponse A ou une réponse B. Souvent, la réponse, elle est C et elle n'est pas toujours sur le même plan. Elle est parfois sur un troisième plan. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Après, je ne fais pas de l'échec vraiment un culte comme certains anglo-saxons peuvent le faire à outrance. Pour être totalement honnête avec vous, si j'avais pu réussir à faire ce que j'ai entrepris jusqu'ici sans me planter, honnêtement, j'en serais d'autant plus fier. Mais c'est sûr que je me suis vautré à maintes reprises. J'ai toujours essayé et je continuerai toujours de toute façon d'en retirer quelque chose, d'en apprendre en tout cas d'en apprendre des choses qui me permettront d'évoluer, de continuer à grandir. Mais pour être honnête, s'il n'y avait pas l'échec, je m'en passerais. Et la petite question bonus pour terminer, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 10 ans? Vous vous en souvenez? Ouais, je m'en souviens. En fait, vous allez rire parce que c'est assez singulier, surtout quand on sait ce que je fais aujourd'hui. Quand j'étais jeune garçon, en fait, je voulais devenir militaire. Et vraiment, pour le coup, c'était une passion. C'était une vraie passion, mais plutôt juvénile et voire naïve. Mais après, on va dire au gré de mes études, j'ai découvert le design, j'ai découvert l'architecture et c'est des domaines qui m'ont vraiment passionné. Après, comme j'ai fait une formation d'économie, en fait, il y a quelques portes qui me sont bien évidemment fermées. Mais en réalité, j'ai trouvé la publicité finalement à la fin de l'adolescence et je m'y suis toujours consacré, quoi. Ça m'a toujours animé et ça continuera toujours de m'animer. Super. Et Hungry and Foolish, c'est une question qui n'était pas prévue. Pourquoi Hungry and Foolish? C'est, je pense, la meilleure question que vous pouviez me poser. En fait, Hungry and Foolish, si vous voulez, c'est plus qu'un nom d'agence, c'est une promesse qu'on essaye de faire. C'est quelque chose qui nous caractérise extrêmement bien chez nous à l'agence. C'est notre capacité à être à la fois insatiable et puis essayer d'amener une certaine nouveauté, une certaine fraîcheur en fait sur notre marché. Et on est des personnes qui sont affamées, mais vraiment affamées dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas seulement pour le business, mais aussi dans notre capacité à réussir tout un tas de choses qu'on a envie d'entreprendre. Et on peut être Hungry and Foolish en faisant
de la pub, en faisant de la com, du social media, de l'influence, des tas de choses en fait. Et surtout au quotidien en fait. C'est une promesse qu'on se fait. Et pour être totalement transparent avec vous, ça venait conclure la fin du discours de Steve Jobs qu'il tenait à Stanford University et qui disait, quand il terminait de raconter son parcours et les épreuves qu'il avait traversées à titre perso, il concluait en disant si vous devez retenir qu'une seule chose de ce que je viens de vous dire, c'est de rester insatiable et audacieux tout au long de votre vie dans tout ce que vous entreprendrez. Et honnêtement, ça nous caractérisait tellement bien qu'on en a fait le nom de notre entreprise. Super, bravo. Je souhaite une belle continuité. Merci beaucoup Mélissa pour votre accueil. Merci.